Cette conférence est liée au thème national de la journée nationale de l'enseignant, célébrée chaque 23 mars. Alors, j'intervenais sur une seconde partie qui concernait la formation et le recrutement dans le secondaire. J'ai abordé ce thème pour démontrer que le recrutement et la formation tels qu'ils sont, tels que présente aujourd'hui l'éducation nationale, ne sont pas fiables et ne peuvent pas remédier à pouvoir endiguer le phénomène du désert académique, c'est-à-dire la pénurie des enseignants. Nous savons qu'au secondaire particulièrement, il y a un déficit d'enseignants. Et la formation proposée ou encore le mode de recrutement proposé fait en sorte que le déficit ait du mal à être comblé. C'est pourquoi dans les pistes de solutions qu'on a proposées, il faut donc une loi d'orientation qui puisse prendre en compte la programmation pour fixer un cap. Une loi d'orientation, c'est-à-dire avoir à l'intérieur des agrégats, c'est-à-dire on peut prendre, par exemple, dans 10 ans, on peut se fixer des objectifs. Former, par exemple, 1000 enseignants, sans interruption, dans les écoles de formation. Donc, c'est cette optique-là, c'est cette option que j'ai développée avec les camarades. Ensuite, il y a aussi le fait que les formations, c'est-à-dire les recrutements qui se font, il faudrait qu'il y ait un appui pour motiver les enseignants. Ça aussi, c'est un cas qui fait en sorte que les enseignants puissent, ceux qui veulent être recrutés, ont du mal à aller vers cette profession-là. Donc, il faudrait qu'il y ait un bien-être. Il faudrait que ça suscite un bien-être. Donc, cette profession doit être, à la limite, revue. C'est de ce dont nous avons essayé de discuter avec les camarades en cette journée. Dans un premier temps, il était question de dire clairement aux enseignants et à toute l'opinion que la journée nationale de l'enseignant, pour beaucoup, c'est comme une sorte de fête, mais en réalité, pour nous, ça n'en était pas. C'était pour nous une sorte de moment de recueillement, de prière, en rendant hommage à nos illustres prédécesseurs qui sont partis. Mais aussi et surtout, dans la logique du thème que nous avons choisi, nous avons voulu analyser, nous avons voulu regarder les choses sous l'angle de nos deux experts gabonais, l'un qui a été déjà aux affaires dans la personne de M. Laossa, et l'autre qui est maintenant aux affaires dans la personne du ministre Maïs Mouissi. Le premier a fait constater, Albert Ndossa, au cours d'une des conférences de presse auxquelles nous avons assisté, il a fait constater ce qui faisait véritablement les vices du système éducatif gabonais. Il a relevé parmi tous les éléments qu'il avait eu à relever, il avait démontré que le véritable problème du Gabon, c'est que les budgets généralement qui sont alloués à différents projets d'éducation dans notre pays, non seulement ces budgets-là ne sont pas consistants, mais aussi généralement ne sont pas en adéquation avec la dépense qui a été réalisée, du moins qui a été exécutée pour atteindre cet objectif. Alors, M. Mouissi, lui, dans sa publication, avait relevé les incohérences en se basant sur les données de la Banque mondiale, avait relevé un paradoxe assez extraordinaire. C'est-à-dire que d'un côté, le Gabon, en théorie, présente un taux de scolarisation très élevé, un taux d'alphabétisation très élevé, mais paradoxalement, on a un taux de déperdition qui ne dit pas son nom, on a... Bref, il y a énormément d'insuffisances qui concernent notre système éducatif. Alors, parler de comment régler le problème de pénurie aujourd'hui, nous avons tout simplement voulu démontrer qu'en réalité, tous les diagnostics en ce qui concerne les faiblesses du système éducatif ont toujours été faits par ces experts dont nous venons de faire allusion, mais aussi par toutes les autres études qui ont été. Mais le problème se trouve à un seul endroit, c'est-à-dire la qualité des hommes et des femmes qui sont généralement amenés, qui sont appelés à mettre en exécution la plupart des stratégies qui auraient été mises en place. C'est pour cela que dans la conférence que nous avons animée aujourd'hui, il était question de démontrer clairement à l'opinion que le
Le véritable problème, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui coince au niveau du système éducatif gabonais, mais la qualité des personnes qui sont censées mettre en exécution les différentes politiques qui sont préconisées. Nous regrettons toujours la façon dont nos autorités gèrent les problèmes dans le pays. C'est une vieille demande que nous avons formulée à l'endroit de nos gouvernants, que cet établissement qui a vu les dernières minutes de l'exercice de nos camarades puisse être baptisé en son nom. Nous avons eu beaucoup de séances de travail avec le ministre de l'Éducation nationale. La dernière fois que nous avons rencontré le Premier ministre, nous sommes encore revenus sur ce problème. Il était question que, en cette période du 23 mars, que cet établissement puisse effectivement être labellisé au nom de notre camarade. Mais fort est de constater qu'il y a des interférences que je préfère appeler comme ça des interférences négatives qui consistent à tirer toujours cette initiative vers le bas. À la fin de nos manifestations, nous allons regarder de plus près qu'est-ce qui a bien pu faire en sorte que cet événement ne puisse pas avoir lieu tel que ça a été préconisé par nous-mêmes en collaboration avec les autorités gabonaises. Si on nous parle d'un problème de texte à prendre, un décret, ce n'est pas la première fois au Gabon que l'on baptise les établissements. On a déjà eu ce type d'événement. Nous ne pensons pas sincèrement que c'est un texte en rapport avec cet événement qui devrait prendre autant de temps que ça prend pour justifier qu'en cette date du 23 mai, cette circonstance ne puisse pas avoir lieu. Mais nous restons confiants, nous restons motivés et nous tenons absolument à ce que cet endroit-là, que cet établissement qui nous accueille aujourd'hui, porte effectivement le nom de notre illustre disparu. Sans langue de bois, comme vous l'avez dit, déjà je dois vous dire que les signes avant-coureurs par rapport même à l'organisation de ce dialogue national ne nous laissent pas très confiants. Et nous continuons d'informer la communauté enseignante de se mettre vraiment au pied de guerre, c'est le cas de le dire, parce qu'aucun signal ne permet d'abord de façon générale à ce qu'on soit confiant par rapport à ce qui va se faire. Lorsqu'on analyse il y a eu beaucoup d'autres qui sont intervenus sur la question avant nous, mais nous n'avons pas l'intention de nous taire. Nous avons l'intention d'analyser la situation de notre système éducatif sans complaisance, parce que, j'insiste là-dessus, le véritable problème que nous avons au Gabon, ce n'est pas que les gens ne savent pas où se trouvent les problèmes. Le véritable problème au Gabon, c'est que malheureusement, nous avons toujours eu affaire à des dirigeants, à des gestionnaire qui, bizarrement, à un moment donné, on ne sait pas si réellement ils jugent la portée des missions qui sont les leurs dans l'accomplissement des objectifs d'un État comme le nôtre. Il est anormal qu'un pays comme le Gabon en soit à manquer des salles de classe, en soit à faire du saupoudrage juste pour montrer que quelque chose est en train de se faire. Ce n'est pas ça l'objectif. On peut montrer un bâtiment par-ci, un bâtiment par-là, qu'il brille de mille feux, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'analyser les choses dans sa globalité. Et dans sa globalité, ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Vous savez très bien qu'il manque des établissements. Sinon, comment expliquer les effectifs pléthoriques que nous avons? Il manque énormément d'enseignants, en quantité et en qualité. Sinon, comment comprendre qu'il y ait toujours beaucoup de classes, beaucoup d'élèves qui n'ont pas de professeurs de SVT, de professeurs de maths, et parfois jusqu'à dans des classes d'examen? C'est ahurissant, on ne peut pas le comprendre. Et on ne peut pas non plus comprendre que dans un pays comme le nôtre, les enseignants sont à se battre pour ne serait-ce qu'entrer dans leurs droits, qu'il y a des gens qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans, il y a des gens qui vont à la retraite, il y a beaucoup de nos camarades qui sont morts sans avoir joui des fruits de leur labeur. C'est complètement ahurissant pour un pays qui est connu pour avoir une démographie très faible, avec des ressources que nous connaissons dans ce pays-là. C'est tout à fait anormal que ces choses-là puissent encore avoir lieu. C'est tout cela que nous avons l'intention de démontrer au dialogue national, sans langue de bois, sans tabou, mais avec courtoisie mais fermeté.